Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Point de vue. Nous parlerons justement de deux sujets qui marquent l'actualité. Premièrement, nous parlerons de la mise en circulation d'une nouvelle carte d'identité biométrique au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les enjeux de cette initiative? Pourquoi est-elle si importante pour l'intégration et la sécurité des États? Et surtout, cette nouvelle carte est-elle sur le point de remplacer le passeport? Deuxième sujet, nous tournerons vers la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, une célébration placée sous le signe de l'unité dans l'action pour la souveraineté. Pour en parler justement, je reçois pour vous deux invités. Monsieur Nabaloum Augustin, en sa qualité de journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission Point de vue. Et avec lui, nous avons Monsieur Kouraogo Zakaria, écrivain de son État, Isaka. Bonjour Monsieur Compaoré, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, d'entrée de jeu, on va se prononcer sur le discours tenu à la nation par le général Assimi Goïta, président de la République du Mali, dans lequel il affiche son ambition de disposer d'une armée souveraine, autonome, capable d'assurer ses missions régaliennes. Au vu donc de la configuration actuelle, pensez-vous que cela est possible? Voilà, merci encore une fois de plus, Monsieur Compaoré. Il faut dire que le Mali, autrefois le Soudan français, après un éphémère passage dans la Fédération du Mali qui incorporait également le Sénégal, a accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Tout d'ailleurs, comme bon nombre de pays africains, c'est un pays également qui a connu beaucoup de turbulences politiques. Je pense que tout comme le Burkina, c'est un pays dont son histoire politique est aussi riche d'enseignements. Je crois que le pays a connu 5 coups d'État, si je ne me trompe. Le dernier, on n'appelle pas ça coup d'État pour moi. Pour moi, c'est un coup de rectification. De libération, lorsque le général Assimi Goïta et ses camarades d'armée avaient pris leurs responsabilités pour retirer le pouvoir des mains du feu Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Alors, vous me demandez de savoir, est-ce que, le discours tenu par le général Assimi Goïta, en rapport également avec, bien sûr, les défis du moment que l'AES, l'ensemble de l'AES doit relever. Voilà. Pour moi, effectivement, nous ne pouvons pas construire nos pays dans la sérénité sans toutefois disposer d'une armée. Voilà, je disais aujourd'hui, à l'issue donc de la sortie du président nord-coréen Kim Jong-un, qui rappelait donc ses rapports avec le président américain Donald Trump, il disait que, en tout cas, il a de bons rapports avec le président Donald Trump, mais pour lui, ils ne vont pas renoncer à leur ambition, ou dirais-je plutôt à leur programme nucléaire. Voilà. Alors, il n'y a pas d'indépendance sans forces armées. Je pense que ça a été une erreur de nos États depuis les indépendances. C'est ce qui, justement, peut justifier le fait qu'à un certain moment, nous avons été surpris d'être envahis par des groupes terroristes. Donc, aujourd'hui, la diplomatie, la diplomatie, pour pouvoir parvenir à des choix politiques indépendants, il faut vraiment être couvert, en tout cas, d'une bonne assise en matière d'armée. Je pense que déjà, l'AES est dans la dynamique. Le discours prononcé par le général Assimi Goïta nous donne l'espoir que nous allons continuer dans cette logique. Ok. Monsieur Nabaloum, par rapport à l'ambition affichée par le président Assimi Goïta dans ce contexte national, est-ce une ambition, on va le dire, légitime? Bien sûr. Merci beaucoup à M. Kouraogo qui a rappelé un peu l'histoire des indépendances en Afrique et surtout en Afrique francophone. 65 ans, c'est déjà beaucoup, c'est bien, mais nous sommes en train de nous affirmer pour la première fois dans nos 3 pays en tant que pays indépendants. C'est vrai que d'aucuns diront de laisser ces dates d'indépendance-là, mais c'est légitime ce qu'ils demandent. Mais du point de vue historique, moi je pense que ces dates-là sont quand même importantes dans notre histoire parce que c'est à ces dates-là que nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale. Donc s'il y a des assises, s'il y a des frontières reconnues par tous les pays du monde, c'est à partir de ces dates-là qu'au niveau international et dans le droit international, nous sommes nés.
Donc, et nous avons revêtu le nom d'un pays, que ce soit le Mali, le Niger ou bien le Burkina. Dans notre contexte, moi je dirais que c'est plus que légitime puisque nous sommes en guerre. Et une guerre, ça s'affronte avec une armée. Et si vous n'avez pas d'armée, vous partez au front avec des bâtons. Ou bien à 5, vous partez avec une calache. Comment vous pouvez faire face à une guerre? Et c'est comme ça que c'est lui qui nous a colonisés, qui nous a donné l'indépendance sur papier, nous avait façonné, conditionné pour pouvoir revenir nous attaquer et revenir en pompier pyromane pour nous dire, bon, je viens vous aider, mais vous donnez ça, donnez ci. C'est pour nous contraindre à nous avilir chaque jour pour que lui puisse nous exploiter à sa guise. Et je crois que l'armée, comme l'a dit M. Kouraogo, est l'assise de la souveraineté. Si vous ne pouvez pas faire peur à votre vis-à-vis, celui qui vient négocier avec vous, c'est lui qui va venir vous imposer son dictat et il va repartir de vous avec ce qu'il veut. Et il va aller arranger son peuple. Pourtant, vous êtes en train de croupir dans la misère. Même pour manger à sa faim, c'est difficile dans nos pays. Okay. Et c'est eux aussi qui nous esclavagisent comme ça, qui viennent nous exploiter et qui font des classements pour dire qu'on est derrière. Mais comme la révolution a sonné et les grands leaders, les 3 grands leaders ont compris les enjeux, et ils se sont tissés des relations. En dehors de ces relations d'esclaves avec le maître impérialiste, voilà qu'ils ont commencé à restructurer et à armer pour de vrai nos 3 armées. Donc, c'est légitime, c'est plus que légitime, parce que c'est avec ces armées-là que nous pourrons chasser les petits bandits comme son Excellence le capitaine Ibrahim les appelle, et asseoir maintenant une vraie organisation de nos États qui n'existait pas avant. Alors, je vais continuer sur la même lancée que vous, asseoir une vraie organisation. Devrons-nous nous attendre à une réorganisation profonde de notre armée en laissant l'organisation classique héritée depuis l'indépendance? Oui, nous parlons du Mali, mais on ne peut pas parler du Mali sans parler de l'AES. Effectivement. Et quand nous parlons de l'AES, nous avons vu qu'il y a eu une armée unifiée qui a été mise en place. Moi, j'ai suivi l'information parce que c'est comme l'a dit M. Kouraogo, c'est sur l'armée qu'on peut se réorganiser. Et c'est d'ailleurs l'armée qui est venue dans les 3 pays là pour réorganiser, pour nous amener dans une révolution qui change en profondeur notre système même de gouvernance. Et à partir de cette armée unifiée, nous avons vu que c'est à partir de la mise en place d'une politique même de contre-offensive avec ces 3 armées que nous avons pu collaborer et mettre hors d'état de nuire beaucoup de nos ennemis qui étaient dans les frontières. Et quand nous prenons le cas du Burkina Faso, nous avons vu la réorganisation, c'est palpable, c'est visible avec les billets par exemple. Et c'est cette réorganisation avec l'armée de l'air, avec les VDP, avec les BIR qui sont créés, avec tout ce qu'on sait comme réorganisation qui nous a permis d'être à ce niveau de lutte dans la guerre. Et je crois qu'au Mali comme au Niger, ils sont en tandem et ils communiquent à tout moment. Les états-majors là sont ensemble. Donc ce qui se fait ici de bien se fait au Mali. Ce qui se fait de bien au Mali va sans doute se faire au Niger et au Burkina Faso. Donc, c'est avec cette réorganisation que nous allons pouvoir lutter en vrai, vaincre et puis réorganiser maintenant au niveau du système de gouvernance et du système politique. Merci bien. Et donc, cela est nécessaire. Rappelons que la célébration est placée sous le signe de l'unité dans l'action pour la souveraineté. On ne va pas omettre le récent coup d'État manqué et donc qui a un peu émaillé, on va le dire, le pays. Et donc, c'est un épisode malheureux. Nous avons vu des généraux qui étaient impliqués. Est-ce pour cela que le président appelle à une unité d'action? Oui, l'unité d'action, même en dehors des tentatives de coup d'État, pour moi, cet appel avait sa raison d'être. Vous savez, depuis que les pays de l'AES ont pris à bras le corps leur développement, il faut dire que les tentatives de déstabilisation ne finissent jamais. Voilà, c'est-à-dire que bon, on dort avec, on se réveille avec. Voilà. Malgré ce discours, il y aurait toujours d'autres tentatives. Il faut seulement être aux aguets pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi, parce qu'il est en veille. Moi, j'ai dit, l'impérialisme ne dort jamais et l'impérialisme ne se fatigue pas. Pendant un moment où vous êtes peut-être distrait,
chasser qu'à ce moment qu'il peut vous surprendre. Il peut prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans pour vous surprendre. Et je rappelle encore l'histoire du terrorisme. Ça n'a pas commencé un seul jour. Parce que tout a été travaillé, comme l'a dit M. Nabaloum, de sorte à ce que vos frontières soient poreuses, de sorte à ce que vous soyez facilement, vous soyez des proies faciles à attaquer. Et dès qu'on a déstabilisé le régime, la jamaïrienne libyenne de Mohamed Kadhafi, alors le champ était libre. Nous étions préparés à asseoir les élections, le système imposé des élections, mais on n'était pas préparés pour défendre nos États, pour défendre notre indépendance. Voilà, donc je pense que le discours rime avec le moment. Donc, préparer à ce qu'il y ait, travailler à ce qu'il y ait l'unité d'action. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de la classe politique, au sein donc des organisations de la société civile, l'ensemble des acteurs gouvernementaux, qu'on puisse être unis. C'est vrai, bon, on n'en arrivera pas tout de suite, mais je pense que déjà, si vous avez 70% qui croient à la vision, je pense qu'on est déjà sur la voie de l'unité. Voilà, même en Europe, vous voyez, on va dire que c'est des présidents légitimement élus, mais vous avez vu ce qui s'est passé en France récemment. Ça veut dire que ce n'est pas tout le peuple qui est d'accord. Mais je pense que quand la majorité est pour, je pense que c'est bien. Donc, l'appel du président Assimi Goïta, pour moi, nous appelons les Maliens donc, à s'aligner derrière cette vision-là afin qu'on puisse reconquérir nos territoires et asseoir vraiment le développement pour le bien de notre pays, de nos pays. Alors, merci bien. La célébration a été également marquée par un défilé militaire. C'était justement le point d'orgue, c'était un moment de fierté et d'émotion pour l'ensemble du peuple malien, où des avions de dernière génération Su-24 ont fait des manœuvres aériennes. Est-ce une démonstration de force ou bien l'affirmation d'un leadership? Les deux à la fois. Une démonstration de force et une affirmation de leadership. Est-ce qu'en 2011, le Mali disposait de toutes ces armes dont vous évoquez? Pas encore. Le Mali n'en disposait pas. C'est quand le général Assimi Goïta et ses frères d'armes ont pris leurs responsabilités que le Mali a acquis toutes ces armes-là. Le Mali était sous embargo voilà, d'acquérir des armes. Un pays qui est en guerre et la communauté dite internationale choisit de punir ce pays-là d'acquérir des armes. C'est pour favoriser qui? Je ne pense pas que ce soit le Mali. C'est pour favoriser certainement l'ennemi, pour lui donner la force, pour lui ouvrir la porte à l'ennemi de pouvoir, en tout cas, pénétrer dans le cœur de la gouvernance malienne. Je pense qu'avec tout ce que nous avons vu, le défilé militaire, cela prouve qu'en tout cas, le Mali a acquis ce qu'il faut. Même si toutefois, il y a un travail à faire sur le terrain de la guerre, mais c'est ainsi, c'est une guerre hybride. C'est une guerre qu'on ne peut pas finir du jour au lendemain. Voilà, elle sera là jusqu'à ce que le Mali parvienne donc à éliminer tous les ennemis. D'autres pays ont vécu la même histoire. On a vu comment ça s'est passé, mais je ne crois pas que des ennemis de cette nature ont vaincu un État et récupéré le pouvoir, jamais. Ok, M. Nabaloum, quel est votre point de vue? Mon point de vue, déjà, je vais revenir sur les tentatives de déstabilisation au Mali. Allez-y. Nous avons vu le communiqué de l'État malien et bon, ce qui nous a conforté dans nos positions, c'est que l'État ou bien les services de renseignement maliens suivaient de bout en bout cette affaire. C'est quand tout était cuit maintenant, les carottes étaient cuites, comme on aime à le dire, qu'ils sont allés les cueillir. Mais bon, moi je voudrais rappeler un fait qui est récent, le 19 septembre dernier. Moi-même, j'ai fait un élément là-dessus qui a révélé en fait la présence de la DGSE, toujours au Mali. Et ça a été comme un fracas, c'était un choc pour les peuples du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Je crois que ça sonnait comme une incompréhension. Quand nous avons vu un communiqué de l'État français qui disait avoir chassé des diplomates maliens et rompu de la collaboration antiterroriste avec le Mali. Pourtant, c'est le Mali qui a pris cette initiative de rompre après le départ des forces Barkhane et autres. Mais on ne pouvait pas se douter qu'on avait toujours en fait cette direction générale de la sécurité extérieure de l'État français au Mali. Pourtant, c'est bien le cas. Donc l'appel, c'est aux autorités de l'AES, surtout aux autorités maliennes, de prendre les responsabilités, de nettoyer en profondeur l'État malien pour nous éviter des surprises désagréables. Et sous leur leadership à eux trois, l'Afrique est en train de prendre un chemin de non-retour de sa souveraineté.
l'Afrique est en train de s'assumer au niveau de sa jeunesse. Il y a des pays où les dirigeants ne peuvent pas lever le seul doigt pour dire non ou oui. Et ils gouvernent selon les desiderata de l'État français ou bien de l'impérialisme. Donc, cette nouvelle vision de se mettre ensemble et d'assumer sa souveraineté, malgré la guerre qui nous a été imposée, est suivie par toutes les communautés d'Afrique et même de la diaspora. Donc, nous les appelons à protéger en fait ces pouvoirs de qui nous obtenions ces lueurs-là qui sont en train de se présenter. Voilà. Maintenant, par rapport au défilé, aux armes, M. Kourao a déjà tout fini. Et quand il prenait le pouvoir, le Mali n'avait pas ses armes. Le Mali n'était pas indépendant. Mais du moins sur le papier, et par rapport à la reconnaissance internationale, le Mali avait déjà un nom, et c'était un État. Mais un État organisé d'abord, parce qu'il y avait, dans le fondement, dans l'organisation, dans le fonctionnement... C'était creux, quoi. C'était creux, voilà. Voilà pourquoi des gens sont téléguidés depuis l'extérieur, ils créent des mouvements sur aucune base. On voit certaines enquêtes, là, quand tu lis, il n'y a aucun fondement. Certains même ne sont pas maliens. Ils n'ont même pas de village. Qui se réclament maliens et qui se réclament séparatistes. Partout, dans tous les pays du monde où vous voyez les guerres là, ce sont les mêmes terminologies que vous allez avoir, soit des rebelles, soit des séparatistes. C'est toujours ces mouvements-là que l'impérialisme va financer pour pouvoir séparer et pouvoir piller où ils veulent. Donc, ce que nous avons vu comme défilé nous conforte dans notre position que nos trois pays sont l'avenir de l'Afrique. Et nos trois pays vont être un point culminant à partir duquel l'Afrique va se réunir à nouveau comme les Kwame Nkrumah l'ont voulu et comme la Fédération du Mali avait été pensée. Et cette fois-ci, c'est à partir du Mali que la lutte a commencé et c'est à partir du Mali aussi que les trois pays se sont réunis. Et je pense que c'est la où l'Afrique va se libérer pour de vrai. Ok, et donc, je voudrais dire quelque chose. En fait, il ne faut pas se leurrer. On vous dirait dans notre monde que c'est la démocratie, c'est la diplomatie qui fait grandir, qui constitue le statut du développement. Je suis d'accord. Mais en partie, il faut dire que c'est le rapport de force qui gouverne ce monde. Qu'on veuille ou pas, c'est la réalité. Ok. Merci pour ce point de vue. Et donc, le Burkina va également célébrer son indépendance à la date du 11 décembre. Et donc, pensons-nous, ou du moins pensez-vous que le Burkina va également s'inscrire dans cette même dynamique d'affirmation de son leadership, de présentation de tout ce matériel acquis récemment pour montrer à la face du monde que nous sommes une puissance militaire? Moi, je pense que ça sera bien, mais ce n'est pas opportun. Ce que le Mali a fait, je pense que ça peut suffire pour l'AES. Okay. Le président du Mali, Assimi Goïta, c'est le président en exercice de l'AES. Je pense que les projets que nous voyons venir là, et étant des pays en guerre, nous n'avons pas besoin d'exhibition. Okay. Nous avons besoin de travailler en profondeur sur le terrain pour libérer nos frontières, pour libérer nos trois pays et asseoir une gouvernance que les peuples demandent. Ce que le Mali a déjà montré, c'est pour le Burkina, c'est pour le Niger. Mais quand cela ne tienne, nous ne sommes pas des autorités. Nous donnons seulement notre point de vue en tant qu'observateur de la scène politique et de la scène régionale au niveau de l'AES. Mais je pense que ce que le Mali a montré là, ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour tous les trois pays de l'AES. Et je crois que le message est reçu par qui de droit. Okay. Voilà, et là, ce que je voudrais ajouter à ce sujet, c'est que l'année passée, vous avez vu le Burkina Faso a célébré la journée de l'indépendance de façon sobre. Tout cela, c'était donc pour pouvoir justement économiser les moyens qu'on met dans la célébration de cette journée. Mais toujours est-il qu'on l'a célébré. Voilà, il ne faut pas aussi se tromper. Deux fois, moi-même, je disais, cette date, on ne doit pas la commémorer. Mais je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait par des gens. Voilà, quoi qu'on dise, il faut reconnaître aussi qu'avant nous, des gens ont travaillé à ce que nous puissions accéder donc à ces indépendances négociées. Il faut rappeler cela. Voilà, maintenant, ce que je peux ajouter aussi, c'est que M. Nabaloum l'a déjà dit. Hein, voilà, celui qui a suivi le reportage sur le terrain de combat hier nuit sur la RTB, je pense que le Burkina Faso a déjà fait l'exposition
de son arsenal aux yeux du monde entier. Voilà, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, qu'on fasse un défilé gigantesque ou pas, pour moi, l'épreuve, ça doit être sur le terrain de guerre. Voilà, le Mali a exposé déjà son arsenal. Je pense que c'est autant pour les pays de l'AES. Le Mali affronte farouchement les groupes armés sur le terrain. Le Burkina Faso aussi le fait. Le Niger, il y a aussi la force unifiée. Ils le font ensemble voilà, aussi. Ils le font ensemble. Voilà, ils le font ensemble. Pour moi, bon, qu'on le fasse ou pas, mais ça n'importe pas peu. Ça n'importe pas trop. Merci à nos deux invités, Kouraogo Isaka et Nabaloum Augustin, pour leur point de vue sur ce premier sujet que nous allons refermer. Et nous abordons le second sujet relatif à la carte d'identité biométrique de l'Alliance des États du Sahel. Et donc, ça a été annoncé au cours de la journée de l'identité par le directeur général de l'Office national de l'identification du Burkina Faso. Et donc, quels sont les enjeux de cette initiative, de cette carte d'identité biométrique au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Monsieur Kouraogo. Alors, cette carte, tout d'abord, c'est pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace. C'est également une preuve concrète de la Fédération des États du Sahel. Voilà, je pense que sa mise en circulation va permettre certainement à ces trois pays-là, aux populations de ces trois pays, de se ressentir partout où ils sont en tant que membres de l'AES. Le deuxième élément, ça va aussi limiter un peu les tracasseries que les gens vivent au niveau des frontières. Il faut rappeler cela. Parce que quand vous échangez avec ceux qui prennent les routes sur les frontières du Mali et du Burkina Faso, voilà, que ce soit du côté du Mali, du Burkina ou du Niger, je pense que les populations qui font le trafic souffrent un peu. Je pense que ça va un peu limiter aussi cela. Et il faudra qu'à ce sujet, les autorités des trois pays veille à ce que cela puisse être mis fin. Il ne faudra pas qu'on dise qu'on est dans une alliance, dans une fédération, et malgré tout ça, nos frontières demeurent des bétons par le fait des gens de mauvaises intentions. Je ne dirais pas que c'est tout le monde, mais sur le terrain, il y a ces réalités-là aussi. Alors, le directeur général a dit dans son intervention, les détenteurs de cette carte seront dispensés de présenter un passeport dans l'espace de ces trois pays. Une appréciation? Je dirais que c'est l'affirmation, c'est une preuve concrète que nous sommes dans une fédération, comme l'a dit M. Kouraogo. Quand on a parlé de confédération, en fait, on n'avait pas de contenu palpable à donner. Même ceux nous autres qui avons fait un tour en droit, bon, on ne sait pas à comment ça peut ressembler le contenu d'une confédération. C'était un peu ambigu, à mon sens. Maintenant, nous sommes en train de voir la vision claire qui est imprimée ou bien qui sera imprimée quand cette carte sera mise en circulation. Et je ne connais pas trop le Niger, même si j'ai vécu vers le Niger, mais je connais le Mali. Quand on y allait, on sait ce qu'on a subi sur la route. Il y a des tracasseries, c'est comme il l'a dit. Et quand nous avons eu la création de la Confédération de l'AES, il y en a qui ont quitté ici en tant que veille citoyenne pour aller au Mali. Malgré ce statut, ils ont eu des problèmes. Ça a été raconté pour qu'on en fasse des émissions, pour que ici, l'État burkinabé puisse interpeller l'État malien, parce que nous sommes devenus en fait un même État, un même territoire, voilà, une même population. Nous avons vu récemment une réunion entre deux régions, une région du Mali, une région du Burkina Faso, pour qu'on essaie d'effacer ou bien de détruire les frontières en béton entre les populations, pour permettre aux populations qui sont du reste des cousins, souvent des frères et sœurs de la même famille, séparés juste par une ligne imaginaire, tracée par celui qui veut, pour pouvoir nous asservir. Donc ce travail a été fait et nous entendons maintenant que dans les mois qui viennent, nous aurons une même carte d'identité dans les trois pays. Ça, ça sera une victoire inouïe et le début de quelque chose. Ça veut dire que nous partageons désormais un même espace. C'est un même pays, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais comme chaque territoire a ses réalités, a son histoire, a ses difficultés, voilà pourquoi il a été trouvé et nécessaire par ces leaders-là que chacun reste dans ce territoire pour gérer la particularité de sa population. Je sais, pour moi, ça aussi c'est important.
Parce que si jamais on se dit qu'on va blesser tous ces 3 gouvernements pour avoir un seul gouvernement, ça sera compliqué. Déjà, avec les gouvernements dans chaque territoire, les défis sont très différents. différents et énormes. Donc, c'est compliqué. C'est un peu tôt, quoi. Mais bon, avec la circulation de cette carte-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes entre nos frontières qui vont se résorber en attendant qu'on aille plus en profondeur dans notre collaboration. Alors, la mise en circulation de cette carte est annoncée dans quelques mois. Est-ce qu'on peut avoir des garanties réelles d'une libre circulation autant des personnes que des biens dans notre espace confédéral? C'est-à-dire au-delà des mots, quoi. Bon, je pense qu'au-delà des mots, on aura cette libre circulation. Je pense que si toutefois la carte est mise en œuvre, je me dis que ça va véritablement limiter ce que nous sommes en train de décrire comme limite de l'intégration, notamment au niveau des frontières. On n'aura pas de choix. Voilà. Les personnes de mauvaise intention qui sont à l'œuvre de cette tracasserie-là seront obligées en tout cas de suivre la ligne. On n'aura pas de choix. Je pense que quand je quitte ici pour aller à Bobo-Dioulasso avec ma carte nationale d'identité, personne ne me dérange. Oui. Voilà. Quand on dérange, c'est quand on dit peut-être que tu viens d'un autre pays. Voilà. Mais lorsque nous sommes tous détenteurs de la même carte d'identité, il n'y aura plus la possibilité en tout cas de fatiguer quelqu'un. Je pense que ça sera aussi, disons, un modèle pour les autres pays. Voilà. Donc, je pense que dans l'organisation, au sein de la CEDEAO, on avait travaillé justement à la libre circulation des personnes et des biens, mais on n'est pas parvenu à la carte d'identité de l'espace CEDEAO. Déjà, si cette carte va remplacer le passeport, c'est déjà un pas de gagné. Nous sommes en train de donner l'exemple de façon concrète à toute l'Afrique et aux yeux de tout le monde entier, que petit on peut aller. Les gens ne croyaient pas à l'AIS au départ. Voilà. Je pense que les voix qui étaient les mieux écoutées dans nos États avaient dit que l'AIS c'était juste pour un bref temps. Je pense que 2 ans après, nous sommes toujours dedans. Et l'espoir, en tout cas les indicateurs, en tout cas disent que, en tout cas on va continuer ainsi. Et si toutefois les régimes ne sont pas déstabilisés, nous allons être une force en Afrique. Alors, M. Nabaloum, peut-on avoir des garanties quant à la circulation des personnes et des biens dans cet espace de façon libre? Bon, dans l'article que nous, on a lu, venant de l'ONU, il est dit que ça sera sécurisé. Déjà, la fabrication, il y a une garantie que ça sera infalsifiable. Voilà, mieux que notre CNIB actuel. Maintenant, où moi, je voudrais peut-être proposer quelque chose, c'est que je regarde notre priorité actuellement dans l'AES, ce qui a amené déjà même à la création de l'AES, c'est la guerre que nous connaissons tous. Et il y a eu des travaux entre les ministères de la Défense des 3 pays, ce qui a accouché de cette armée unifiée que nous avons vue, qui travaillait déjà même ensemble sans la création formelle de cette armée. Nous avons vu au niveau de la justice que par 2 fois, nos ministres de la Justice se sont réunis dans l'espace AES pour regarder ensemble dans la même direction et même créer une cour qui va remplacer les cours nous avait créés pour pouvoir nous embrigader. Ce que moi je voudrais proposer, c'est au niveau de la sécurité. Okay. Si nous devenons un même territoire, un même espace, avec une seule carte d'identité, il va falloir que les ministres de la sécurité ou bien de la sécurité intérieure puissent travailler à des grands projets aussi pour pouvoir traquer les grands bandits. Parce que son Excellence les appelle les petits bandits. Mais le grand banditisme, là, dans nos grandes villes, au niveau des frontières, si c'est une même carte, il va falloir que nos polices, la police des 3 pays puissent travailler en tandem pour pouvoir sécuriser toutes les populations et leurs biens. Puisque désormais, tu peux te lever à Ouagadougou, aller te retrouver à Niamey sans contrôle. Ce que la CEDEAO avait réussi, c'est au niveau du passeport. Bon, moi j'ai toujours le passeport où c'est CEDEAO. Mais désormais, on n'a plus besoin de passeport pour aller au Niger ou bien au Mali. Idem pour les Maliens et les Nigériens qui viendront au Burkina Faso. Donc il faudra qu'au niveau des ministères de la Sécurité, ils puissent travailler comme au niveau de la défense et de la justice pour pouvoir sortir des projets communs. C'est eux qui savent les défis, c'est eux qui sont les experts. Nous, on ne fait que parler, mais peut-être qu'ils sont déjà sur ces pourparlers-là, qui sait. Mais félicitations déjà pour cette proposition d'unifier
et d'avoir une même carte d'identité au niveau de l'AES. C'est vraiment salutaire. Alors, c'est une initiative salutaire, bien évidemment, pour les différents peuples de cet État confédéral. Et donc, la CEDEAO, on l'a vu, a échoué dans une certaine mesure quant à la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que l'AES va-t-elle tirer leçon de cet échec pour mieux garantir cela? La CEDEAO, pas totalement peut-être échoué, mais au moins comme il y avait le passeport qui permettait en tout cas la circulation, mais quoi qu'on dise, il n'y avait pas la véritable intégration. Je pense que si vous avez vu les 3 États se retirer de la CEDEAO, c'est justement lié à des raisons politiques et sécuritaires. Okay. Donc, c'est-à-dire que là où la CEDEAO a échoué, il ne faudra pas que l'AES tombe également là-bas. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de travailler à relever le défi. En mettant en place la carte d'identité de l'AES, je pense que déjà, c'est une preuve que nous ne marchons pas sur le même chemin voilà, que la CEDEAO. Également, au sein de l'espace, vous verrez qu'il y a cette harmonie, et, voilà, disons, des décisions qui sont prises de façon voilà, à ce que ça puisse impacter nos populations. C'est ça qui est important. C'est là où la CEDEAO avait échoué. La CEDEAO des peuples n'existait pas. C'était la CEDEAO des chefs d'État. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui à la scission au sein de cette CEDEAO. Et je pense qu'il y a des pays qui admirent l'AES, hein, il faut le dire. Il y a des pays au sein de la CEDEAO aujourd'hui qui admirent l'AES. Et lorsque les 3 pays ont quitté, les gens pensaient qu'on allait peut-être tomber dans des sanctions, mais c'est l'effet contraire qui s'est produit. On a fini par se retrouver dans un cadre de diplomatie pour justement trouver des accords pour rester ensemble. Parce que chaque pays a besoin de l'autre. La CEDEAO a besoin de ces 3 pays. Et quoi qu'on dise, je pense que c'est un bel exemple que l'AES a donné. Et par la suite, certains pays de la CEDEAO de région de l'AES. M. Navalou? Oui, moi je dirais par rapport à la CEDEAO que, bon, même la semaine dernière, vous avez vu que Julius Maada Bio, voilà, le président de la Sierra Leone, ça fait sa deuxième visite au Burkina. Est venu ici, en l'espace d'un an. Oui, il a parlé également de la CEDEAO. Oui. Ça veut dire que l'AES est déjà une force et que la CEDEAO est obligée de collaborer avec l'AES pour pouvoir s'en sortir dans bien des domaines, comme l'a dit M. Kourao. Et je vais repartir dans le temps sous le magistère de son Excellence, le président Roch Marc Christian Kabore. Okay. J'ai participé à une activité, une grande activité de la CEDEAO ici à Ouagadougou. Et il parlait de la CEDEAO des peuples. C'était de voir comment il pouvait travailler à cette intégration des peuples. Mais c'est en fait la difficulté à jouer ce rôle-là des experts qui étaient venus à Ouagadougou, sous Roch, pour parler de l'intégration des peuples. C'est cette difficulté-là qui a été notre atelier au niveau du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour nous intégrer, puisque nous vivons les mêmes réalités au niveau des frontières. Et nous vivons... avec des défis communs. Les défis communs. Le domaine sécuritaire. Donc, nous, au niveau des peuples, là, nous sommes déjà intégrés. Et nous, voilà la chance maintenant que Dieu nous donne de nous donner des leaders qui sont à l'écoute des populations. La population ne peut pas ne pas être intégrée. Ce n'est pas possible. Et avec cette carte, nous avons désormais la même identité. C'est ce que ça veut dire. Donc l'intégration, c'est par ce fait. Quand tu présentes, c'est peut-être en dehors de l'AES qu'on va trouver que toi tu es un étranger. Sinon, à l'intérieur de l'AES, nous sommes frères et sœurs. Donc vous voyez, tous nationaux du même. C'est tout ce qu'on peut demander quand on parle d'intégration des peuples. Il appartient maintenant au président, au leader, de pouvoir travailler à la paix véritable pour qu'on puisse ressentir et avoir les fruits concrètement de cette intégration. Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali, également mise en circulation de la carte d'identité biométrique dans l'espace AES, était au cœur bien évidemment de cette émission. Je vais me tourner vers mes 2 invités pour prendre leur mot de fin. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mali a célébré son indépendance. Nous avons suivi avec fierté le défilé militaire qui rappelle que le Mali est sur le chemin justement de parvenir à son indépendance militaire. Okay. Également, au sujet donc, de la carte d'identité de l'AES, c'est la preuve de l'intégration. Je pense que l'exemple doit être suivi par l'ensemble des pays africains. Pour mon mot de fin, je dirais qu'on ne peut pas faire plus roi qu'un roi. C'est aux militaires de pouvoir
et de savoir reconstruire nos armées. Donc félicitations au Mali pour ce défilé, félicitations, tous nos vœux de paix et de sécurité pour les 3 pays de l'AES. C'est tout pour cette émission. Et donc, je recevais pour vous M. Nabalou Augustin, journaliste, et M. Isaka Kouraogo, écrivain. Merci et rendez-vous pour un autre numéro de Point de vue.